Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous accueillir ici au stade Geoffroy-Guichard. Nous sommes évidemment à Saint-Étienne, dans les salons du stade, l'AS Saint-Étienne, qui vous accueille aujourd'hui pour cette première webconférence organisée par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Très heureux de vous retrouver donc dans le cadre de cette webconférence, dans le cadre du dispositif Tous Actifs en Loire et Haute-Loire proposé par le Crédit Agricole. C'est quoi la préparation mentale pour le sportif? Comment elle s'applique dans le monde du travail? Comment elle sert à appréhender le stress, à anticiper aussi les imprévus? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec deux intervenantes de choix qui sont avec vous pendant une petite heure. Jeannette Lyonnais, bonjour. Vous êtes sportive de haut niveau et vous êtes préparatrice mentale à l'AS Saint-Étienne. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous pendant cette heure. Bonjour Julien, bonjour Catherine. Merci de m'accueillir ici. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va parler de préparation mentale, donc j'espère vraiment que ça va vous aider dans vos projets et n'hésitez pas à poser vos questions que je répondrai avec plaisir. Et oui, on vous garde avec nous évidemment. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Nous consacrerons une partie de cette webconférence à y répondre. Je me ferai votre porte-parole sur ce plateau. Catherine Mazard, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes responsable des ressources humaines au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Alors cette série de webconférences que nous inaugurons ensemble aujourd'hui s'inscrit dans un vaste programme à destination de la jeunesse de Loire et Haute-Loire. Effectivement, Sylvain, donc dans le cadre de Tous Actifs pour la reprise, le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire s'engage auprès des jeunes. Au-delà d'être un banquier assureur, nous sommes un acteur incontournable de la relance économique et de l'accompagnement des jeunes du territoire. À ce titre, nous avons organisé le 14 octobre dernier un événement dédié aux jeunes, Custom Ta Carrière, qui a permis à 75 jeunes de bénéficier d'ateliers comme le coaching. Donc je sais que Jeannette nous en parlera, tout ce qui est coaching et puis atelier photo, bar à photo. On avait un atelier cuisine, mais c'est aussi un podcast chaque mois pour mettre en lumière un jeune du territoire et donc les webconférences avec la première ce soir, donc Jeannette, je vous remercie. Donc à ce titre, je voulais remercier toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette belle aventure. Et puis vous, les jeunes là, qui nous regardez ce soir, j'espère vraiment que cette webconférence sera utile parce que c'est vous, les jeunes, qui vont construire le monde de demain avec talent et énergie. Donc merci. La préparation mentale, c'est évidemment hyper important quand on est responsable des ressources humaines comme vous, qu'on recrute, qu'on reçoit des candidats. Oui, effectivement. Donc la préparation mentale, elle est utile pour donner le meilleur de soi-même, anticiper. Improviser, c'est pas donné à tout le monde. Et puis enfin, quand on est ressources humaines, si vous voulez, quand on voit quelqu'un qui n'est pas préparé à un entretien, ça fait absolument pas professionnel. Oui, et ça peut jouer des tours, évidemment. Eh bien, c'est parti. Jeannette Lyonnais, on va passer une heure ensemble. On va peut-être commencer par vous présenter. Vous êtes préparatrice mentale de l'AS Saint-Étienne. Avec qui vous intervenez? Depuis combien de temps? Et puis la question, c'est comment est-ce que l'on devient préparatrice mentale? Alors j'interviens moi sur le centre de formation, donc je travaille avec les jeunes à partir de la catégorie U16 jusqu'à la réserve. Je fais quelques interventions avec la préformation, mais plus sous forme d'initiation. Ça fait la 5e saison que je suis au club. Et comment on devient préparateur mental? Il y a plusieurs formations. Moi je suis passée par la formation STAPS, donc la fac de sport avec une licence entraînement et une spécialisation avec le master de Montpellier qui fait que de la préparation mentale. Et puis ensuite, moi j'ai décidé de compléter mon parcours avec un diplôme en psychologie, donc pour devenir psychologue. Mais après ça, c'est pas obligatoire, mais ça, c'est un bon complément. C'est votre carrière, parce que vous êtes par ailleurs sportif de haut niveau, c'est votre carrière de sportif de haut niveau qui vous a fait comprendre l'importance de la préparation mentale pour le sport et puis pas seulement. C'est l'objectif de la conférence aujourd'hui. C'est vrai qu'en partie, voilà, c'est ce qui m'a amené à décider de prendre cette orientation-là. Et puis on vit les choses en tant que sportive. On n'est plus de l'autre côté du bureau à accompagner les jeunes, mais aussi on vit un peu toutes ces choses-là et on se rend compte qu'effectivement, dès qu'on arrive à gérer un peu tous les paramètres, qu'on arrive à gérer son stress, bien définir ses objectifs, tout de suite, on a une route tracée devant nous. Alors que quand c'est... il y a des petits enjeux qu'on ne maîtrise pas, c'est plus difficile et on profite moins du moment. Et c'est ça, en fait, aussi la préparation mentale. Ça sert à prendre tout le plaisir de notre pratique et pas de se faire submerger par toutes les émotions. Alors, vous avez donné une partie de la définition, mais de manière globale, comment on pourrait définir ce que c'est que la préparation mentale
de manière générale, hein, hormis le monde du sport, mais comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Alors la préparation mentale, c'est vraiment un suivi sur les aspects mentaux. Donc on va venir un petit peu faire apprendre aux sportifs qu'ils puissent se connaître, donc dans ses forces, aussi dans ses faiblesses ou ses difficultés. Et puis on va venir détecter un petit peu ses blocages pour en fait qu'il puisse exploiter tout son potentiel pour optimiser sa performance. Donc voilà, on peut être sur différentes thématiques. La gestion du stress, la pression, on peut être sur de la fixation d'objectifs, pour de la motivation, c'est vraiment très très large. Et puis aussi le premier point, c'est vraiment que le sportif il se sente bien dans ses baskets avant tout pour ensuite travailler sur tout ce qui est autour de la performance. Je reviens sur deux notions, justement, être bien dans ses baskets, c'est important. Se connaître aussi, c'est important. Ça peut jouer des tours, ne pas se connaître quand on arrive à un entretien d'embauche, ou être mal dans ses pompes. Oui, effectivement, je pense que je vais rebondir sur ce que Jeannette dit. Effectivement, connaître ses forces et ses faiblesses, ça permet de s'appuyer sur ses atouts et du coup, être encore plus performant et donner le meilleur de soi-même lors de l'entretien. Comment est-ce que vous intervenez? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'en fonction des individualités, la préparation est différente. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque être que nous sommes, on a une manière différente d'aborder les choses. Vous recevez les joueurs en individuel, en collectif? Comment ça marche? Alors sur le centre de formation, je travaille beaucoup en individuel. Après, ça arrive d'avoir des interventions dans le collectif. Le collectif, c'est plus tout ce qui est cohésion d'équipe, un peu ce qu'on peut retrouver dans le monde du travail, en fait, avec un travail de leader, aussi de la gestion de conflits, distribution des rôles dans le match, etc. Après, sur le point de vue individuel, effectivement, on va plus être sur le joueur, le comprendre comment il fonctionne, comprendre aussi son environnement qui est très important. C'est vraiment une démarche de réflexion qu'on va avoir sur soi pour un petit peu aller décoder son système de pensée, qu'est-ce qu'on ressent, etc. Comment on s'y prend? Est-ce que ça me limite dans ma performance ou au contraire ce que je mets en place quand je réussis? Parce que c'est important aussi d'aller comprendre qu'est-ce que je mets en place pour réussir, comment ça peut nous aider. Et donc en prendre conscience, ça va permettre de pouvoir le refaire en fait. L'utilité, alors on n'en doute pas, vous êtes là, c'est votre métier, donc l'utilité de la préparation mentale, elle est certaine. Comment on pourrait la définir? Vous, par exemple, qui maîtrisez ces notions, qui êtes par ailleurs sportif de haut niveau, je le rappelle, qu'est-ce que ça change dans la vie d'un sportif et de quelqu'un, de manière générale, de se connaître et de connaître ces notions de préparation mentale? Ça permet de s'adapter. Donc ça va permettre... en fait, moi, mon credo dans la préparation mentale, c'est vraiment... j'apprends à me connaître, à connaître mon environnement pour être prêt à tout et n'être surpris de rien. Au bout d'un moment, on prépare tellement de choses que même s'il y a un événement que je n'avais pas forcément préparé, je suis capable de rebondir. Et se connaître, c'est savoir comment moi je fonctionne dans ces moments-là où je peux rebondir ou pas. Et en fait, c'est vraiment une énorme force en fait. Parce que nos faiblesses, on les travaille, mais c'est aussi comment je fais pour en déjouer, comment j'utilise mes points forts pour pouvoir en déjouer et faire ma route en fait, faire ma perf. Être prêt à tout, c'est pas évident quand même. Maîtriser tous les paramètres d'emblée sans connaître les situations auxquelles on sera confronté forcément. Oui, effectivement. Après, dans le sport, il y a beaucoup de situations qui reviennent quand même. Donc, on peut quand même s'y préparer. Mais en fait, on a tellement appris à s'adapter qu'on est capable de s'adapter. Mais il y a des situations où des fois, on bute devant. Et c'est aussi le travail de la préparation mentale, d'aller débriefer après, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi à dépasser ce moment-là, etc. Donc on va vraiment travailler sur détail après détail pour trouver qu'est-ce qui a péché et donc après pouvoir le contourner et que la prochaine fois, c'est une clé en plus dans son trousseau. La frontière est hyper ténue entre psychologie et préparation mentale. Oui. Vous évoquez la notion de psychologie, c'est indispensable, on est typiquement sur de la psycho. On est sur de la psychologie. Après, ce qui fait la différence entre un préparateur mental et un psychologue, ça va être... nous, on n'est pas sur de la thérapie, on n'est pas sur du travail de deuil, on n'est pas sur de la souffrance, etc. Par contre, effectivement, on travaille aussi sur le bien-être et c'est un peu le point commun. Mais voilà, la limite, elle est fine, elle est floue. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, moi, passer mon titre... de psychologue pour plus avoir ce questionnement tout le temps. J'ai le droit, j'ai pas le droit, je suis légitime ou pas. Mais c'est vrai que c'est très proche, c'est de la psychologie du sport en fait. On vise une perf en particulier ou c'est vraiment une performance globale et un état d'esprit, un bien-être pour le sportif en particulier? Alors la base... C'est une préparation différente
J'entends quand on vise une perf particulière, une finale, quelque chose comme ça. Ben, c'est toujours le bien-être à la base de tout. On voit bien, même au travail, je veux dire, quand on se sent bien dans sa tête, etc., que tout de suite, on arrive à être plus efficace, on se concentre mieux, etc. S'il y a des conflits, même qui n'ont rien à voir, à la famille, dans la famille, où on ne se sent pas bien, on a des choses qui ne nous vont pas dans notre environnement, enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, on va régler toutes ces choses-là pour ensuite aller travailler des outils qui vont permettre d'optimiser. Mais c'est comme construire une maison. S'il n'y a pas des bases solides, la construction, elle n'est pas stable. Donc moi, c'est vraiment le premier point sur lequel voilà, je mets beaucoup l'accent, c'est vrai. Les fondations de la maison. Catherine. Oui. Moi, je pense que pour appréhender le stress, pour se préparer, il faut avant tout définir son objectif. Vous l'avez très bien dit, Jeannette. Et dans un deuxième temps, il faut être déterminé, se faire confiance. On se rend compte, nous, en ressources humaines, qu'effectivement, les filles se font beaucoup moins confiance que les garçons. Alors, je sais pas On explique comment ça se vérifie dans le sport ou pas? Bah, moi, je travaille beaucoup avec des garçons. Alors oui, c'est un peu l'idée que tout le monde se fait. Après, est-ce que c'est pas une croyance aussi qu'on se fait et que du coup qu'on reproduit En tous les cas, je pense que les filles veulent aller jusqu'au bout de leurs étapes avant de franchir l'autre étape, alors que les garçons vont aller plus vite et brûler les étapes beaucoup plus rapidement. Peut-être qu'ils se posent moins de questions. Exactement, ouais. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un sujet aussi, c'est s'affranchir du regard des autres. Vous l'avez dit, on a des croyances. Je pense que chacun d'entre nous n'est pas plus mauvais qu'un autre et il faut vraiment être conscient de ses forces pour vraiment les mettre en avant, ses atouts. Et parce que c'est vrai que ses faiblesses, on va y travailler dessus. Mais il vaut mieux mettre en avant ses forces plutôt qu'aller travailler le reste. La pression, gérer le regard du groupe, alors du groupe ou du groupe professionnel, c'est important aussi, il faut essayer de s'extraire un peu de cette pression liée à un ensemble. Oui, bah, y a aussi les supporters beaucoup. Ouais, pour le coup, là, effectivement. Voilà, plus ou moins, si c'est médiatisé, ça n'a pas aussi la même valeur. Oui, dans l'idéal, il faudrait s'en affranchir. Mais en fait, ils sont là, ils existent et il ne faut pas les éviter. Évident, et c'est quelque chose qui se travaille. Voilà. Qu'est-ce qu'on met aussi derrière ça? Qu'est-ce qu'on met derrière le regard des autres? Pourquoi c'est si important pour nous? Et en fait, on travaille tout ça pour qu'ensuite on comprenne mieux, en fait, pour soi, pourquoi on donne de l'importance au regard des autres. Et après, voilà, on monte nos routines pour pouvoir s'en affranchir. Sur la thématique de la webconférence qu'on vous propose aujourd'hui, du sport à l'emploi, qu'est-ce que vous nous avez dit, qu'est-ce que ce que vous venez de nous dire pour le sport peut nous apprendre pour l'emploi? Vous connaissez évidemment le monde du travail, mais qu'est-ce que la préparation mentale peut apporter dans le cadre du monde du travail, d'après vous? Déjà, en fait, on se retrouve un peu dans les mêmes situations. On ne va pas à un match, mais on va à un entretien d'embauche où on va faire une présentation pour obtenir un partenariat ou essayer d'avoir une vente, etc. Et c'est des situations où on y met tous de l'enjeu. Donc en fait, on va pouvoir ressentir un peu les mêmes émotions, un peu du stress, voilà, les enjeux, des objectifs. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que voilà, le sport, c'est un peu condensé parce que voilà, c'est des matchs, c'est régulier, etc. On ne vit pas un entretien d'embauche chaque semaine, quoi. C'est différent, mais dans la manière de se préparer, on pourrait s'y prendre exactement de la même manière. Et les billes ce que construisent les joueurs, ils peuvent les utiliser dans leur vie, pour l'école. Oui, et puis ils ont une vie pro après, une reconversion après leur carrière de footballeur terminée. Ça leur sert, bon, évidemment, vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour ceux que vous suivez, mais ça sert évidemment pour une carrière professionnelle ensuite. Oui. Sur la préparation mentale, dans le monde du travail, on en a un peu parlé, Catherine, en introduction, mais c'est véritablement très important. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à un entretien, on n'arrive pas devant un employeur, un recruteur comme ça. Non. Il faut se préparer. Oui, il faut se préparer. Il faut préparer aussi, se renseigner sur l'entreprise, sur le métier sur lequel on candidate, s'il s'agit d'une candidature. Mais pour des premiers emplois, les gens qui arrivent, qui n'ont même pas pris connaissance de l'entreprise,
on les sent du coup pas du tout performants, pas à l'aise et forcément ils perdent très vite leurs moyens parce qu'on va quand même leur poser des questions sur l'entreprise effectivement. Donc très clairement, on profite de vous avoir, vous qui êtes responsable des ressources humaines d'une caisse régionale comme le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement? Je me renseigne sur l'entreprise quand je viens postuler, quelle que soit l'entreprise. Oui. Je vais surfer sur le net pour trouver Ouais. des infos. Il faut que je montre que je suis investi dans ma recherche. Oui, si c'est sur un poste en interne, il faut quand même aller se renseigner sur le poste. Alors le savoir-être reste très important aujourd'hui dans les entretiens et dans ce qu'on recherche, mais il y a quand même une compétence technique. On va leur demander à un moment donné, c'est quoi votre vision du poste? Quelles sont vos compétences aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous reste à développer? Donc effectivement, quelqu'un qui va arriver les mains dans les poches. Ouais, donc jamais les mains dans les poches. Le mieux, c'est d'arriver sans poche, d'ailleurs. C'est ça. Vous êtes d'accord? On peut considérer que les poches ne servent pas non plus. On parle de plus en plus de savoir-être plutôt que de savoir-faire, hein, avec la conjoncture, la pénurie de manœuvres aussi parfois. Le savoir-être devient de plus en plus important par rapport aux compétences techniques ou quand même il faut avoir un bagage tech. Alors c'est pas l'un ou l'autre. Ouais. La frontière, elle est très proche. Ça dépend du poste, mais effectivement, la compétence technique, quand on a les mains dans le cambouis, elle va être hyper importante. La compétence, le savoir-être, c'est hyper important. Le sourire, l'investissement, la façon d'être. Et après, quand vous êtes sur des postes plus en management, mais là, vous pouvez avoir un peu moins de compétences techniques puisque vous avez les équipes. Mais nous, on aime bien parler d'exemplarité. Et je pense que quand même, quand on est manager, il faut savoir de quoi on parle. Donc, il faut l'avoir fait pour montrer à ses équipes. Et justement, ça aussi, ça rend performant, je pense. Se préparer, c'est aussi répéter son entretien. J'imagine qu'on répète aussi les phases de jeu dans le monde du football. On débriefe aussi ses prestations. Ça permet d'être focus un peu. Ça peut être le cas aussi sur des entretiens professionnels. On se prépare, on débriefe. Oui, ça, on peut faire de la même manière et je pense que c'est même important de se tester. Voilà, on ne peut pas être prêt tout de suite et c'est vrai d'aller à un entretien d'embauche où c'est le job de nos rêves, etc. Comme ça, enfin, c'est comme un joueur de foot qui irait jouer un hyper gros match alors qu'il n'a jamais joué un match professionnel. Ça peut arriver, mais sans se préparer, voilà, si on considère qu'on veut sortir un gros match, il faut aussi se préparer avant. Et il y a un marathonien qui a gagné le marathon de New York qui dit la volonté de gagner ne signifie rien sans la volonté de se préparer. Et en fait, c'est tout à fait ça. Voilà, si on y met de l'importance, autant mettre de l'importance dans sa préparation pour optimiser ses chances. Après, ce qui se passe, on ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, on aura fait le maximum. Et après, on peut s'adapter. On s'entraîne sur un entretien qui n'a peut-être pas forcément plus d'importance que ça, mais on teste, est-ce que ça a été? Et puis, à force d'habituation aussi, parce que c'est ça. Hein, à force, souvent, on dit, voilà, les joueurs d'expérience, ils apportent des choses parce qu'ils ont vécu tellement de situations qu'ils peuvent s'adapter. Mais ça peut aussi s'anticiper. Et les jeunes aujourd'hui qui arrivent au niveau professionnel, ils ont déjà construit des choses qui leur permettent d'avoir des billes et des outils pour être prêts en fait à ce moment-là. Un bagage d'expérience qu'on constitue au fil d'une carrière. Il faut profiter aussi des smartphones qu'on a tous pour se filmer peut-être, répéter ses entretiens, gérer un peu son image aussi. Alors on sort peut-être du cadre de la préparation mentale, mais mine de rien c'est important. Oui, il n'y a pas de recette miracle. Après, chacun se prépare comme il l'entend. Après, on peut se répéter devant sa glace aussi, ça marche. Ouais. Se mettre dans sa bulle, se challenger avec une connaissance qui va vous dire si vous êtes bon ou pas bon. Voilà, il y a effectivement se filmer. Moi, j'aime pas bien ça. Mais bon. Après, chacun fait comme il l'entend. Il n'y a pas de recette miracle. Comment est-ce qu'on fait pour identifier ses points forts de caractère? J'imagine qu'on le fait avec les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire chacun ses forces et ses faiblesses en fonction des personnalités. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à identifier, à s'auto-analyser, j'allais dire, pour identifier sur quel point on peut tirer du bénéfice? Alors, s'auto-analyser, des fois, c'est un peu difficile. Mais après, il faut se demander voilà, dans quelle situation on se sent à l'aise, confortable. C'est forcément qu'il y a des qualités qui se cachent dessous. Voilà, sur qu'est-ce que notre formation nous a apporté, voilà, qui nous donne aussi une bonne base technique.
Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'auto-analyser, mais il faut vraiment se servir aussi des expériences qui ont été réussies. Et c'est hyper important. Souvent, on dit, ouais, la préparation mentale, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui n'ont pas de mental, etc. Mais en fait, non, on peut très bien aller débriefer des choses qui ont été réussies. Et pourquoi je les ai réussies, c'est forcément qu'il a mis en place des choses pour réussir. Qu'est-ce qui a fait que je me suis senti bien à ce moment-là pour reproduire le schéma d'autres reprises. Et voilà, et on reproduit. Et en fait, c'est ça, à force de reproduire des choses qui marchent, et ben, on engrange des choses au fur et à mesure. Et c'est ce qui permet d'y arriver un peu les épaules hautes. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est important. Souvent, quand on n'est pas très bien, on va être un peu comme ça, regarde, alors que, voilà, quand la posture est importante. Et elle a un impact au niveau hormonal, etc., au niveau physiologique, qui est, voilà, si on est tout le temps comme ça, notre corps, il va plus facilement sécréter des hormones où on sent, qui ne nous rendent pas très bien, un peu de stress, etc. Alors que quand on est les épaules en arrière, etc. Voilà, on développe plus de confiance naturellement. Catherine Mazard, sur les points forts à identifier, ces points forts, ces points faibles, analyser les situations où je me suis bien senti pour les reproduire tant que faire se peut lors d'entretiens. Alors effectivement, c'est une bonne pratique. Je pense que plus on vieillit, vous êtes encore très jeune, Jeannette, mais plus on arrive nous tous autour de la table. Plus on arrive à s'auto-analyser et s'appuyer encore plus sur ses forces. Après, je pense qu'aussi, on peut s'appuyer sur ses échecs pour savoir comment on a rebondi, pour justement pas reproduire les mêmes erreurs. Et ça aussi, ça se travaille au fil du temps. Comment faire aussi pour ne pas être paralysé par un échec? Parce que se servir d'un échec pour en faire une force, très bien, mais ça peut aussi devenir hyper anxiogène et bloquer tout entretien futur. Alors je pense qu'il faut quand même demander le feedback. Quand on a l'impression d'avoir raté quelque chose, il faut toujours demander aux autres leur perception. Elle n'est pas forcément la même que la vôtre. On l'a dit en début, on a toujours l'impression d'être mauvais. Ça, alors que finalement, on a pu être pas mal. Mais effectivement, quand je parle d'échec, moi en ressources humaines, chaque fois que vous candidatez, vous n'êtes pas forcément pris au poste où vous candidatez. Donc il va bien falloir s'auto-analyser, voir pourquoi c'est pas moi, donc être en capacité de demander le feedback au recruteur pour travailler ce qui m'a manqué et pas refaire les mêmes erreurs la fois d'après. Et là, ça devient une force. On peut demander au recruteur ce qui n'a pas fonctionné. Bien sûr. On peut demander, voilà, qu'est-ce qui ne vous a pas plu forcément dans mon profil ou dans cet entretien. Fait. Ça se fait. Oui, ça se fait sans problème. Très bien, faites-le. C'est autorisé. Je viendrai de la part de Catherine Mazard. Le stress. On parle évidemment du stress parce que derrière tout ça, il y a la gestion du stress, c'est-à-dire qu'on peut être hyper à l'aise dans la vie et puis se retrouver complètement démuni dans une situation d'entretien d'embauche, devant un gros match aussi. Comment gérer le stress ? Comment faire du bon stress? On entend souvent les artistes, moi je profite du bon stress. Expliquez-nous ça, le rapport avec le stress. Alors déjà, le stress, il faut savoir que c'est quelque chose, c'est un processus physiologique. Donc c'est toute une réponse à l'environnement. Les prémices du stress, en fait, c'est un syndrome général d'adaptation. C'est qu'en fait, il y a un danger et notre corps a besoin de réagir. Donc, on a le système sympathique qui, lui, va accélérer. On connaît bien la fréquence cardiaque, on a le cœur qui commence à taper, la respiration qui s'accélère. On a, du coup, la pression artérielle qui augmente, etc. Et en fait, tout ça, ça prépare le corps à réagir. Et avant, c'était à réagir à l'affrontement ou à la fuite, voilà, parce qu'on est en danger, il faut vite courir ou il va falloir combattre. Un mammouth qui vous course, voilà. ça génère une situation. Et en fait, ce système-là, il est resté, même si on n'est plus en danger de vie ou de mort, et ben en fait, on est resté comme ça au niveau du processus. Donc en fait, il est déclenché pas par rapport à la cause. En fait, il s'en fiche, lui. Il va se déclencher et on va ressentir, voilà, la boule au ventre, etc., tout ce qu'on peut ressentir. Donc en fait, à la base, le stress est quelque chose de très positif. Ça veut dire que notre corps, il s'active parce qu'on sait qu'il y a un enjeu et il va falloir être prêt. Donc voilà, le corps, il commence à s'activer et donc on est prêt pour combattre. Et c'est vrai que s'il y a trop de stress, eh ben, on a le U inversé où on passe de l'autre côté, on se sent un petit peu inhibé, on
on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire, on perd les mots, etc. On ne sait plus ce qu'on veut dire. Et donc ça, c'est naturel. Mais par contre, il va falloir apprendre à pouvoir redescendre, faire redescendre ce stress-là pour garder toutes ses compétences et sa technique, etc. Alors vous me voyez venir, apprendre à gérer son stress, vous nous avez dit qu'il fallait apprendre à le gérer. Et comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Et ben en fait déjà la base c'est pas l'événement lui-même qui va nous stresser, mais c'est l'évaluation qu'on en fait. Donc si forcément c'est oh, mon Dieu, si j'ai pas ce job, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ça va être compliqué de relativiser, etc. Et puis de l'autre côté, donc il y a l'évaluation de l'environnement et il y a aussi l'évaluation de ses capacités. Si en face, j'ai l'impression que j'ai pas les ressources, j'ai pas les compétences, etc., ma balance, elle va s'inverser sur le stress. Et en fait, notre but, c'est pouvoir en fait refaire basculer. Et donc, on revient sur la connaissance de soi en disant, bon, j'ai quelles ressources, j'ai quelles capacités, est-ce que vraiment c'est un danger de vie ou de mort si j'ai pas ce poste-là. Enfin voilà, il y a aussi une réflexion sur ma manière de percevoir le monde, entre guillemets, et de relativiser, de dire, voilà, il y a cette manière de voir, mais il y a aussi celle-ci, je peux aussi apprendre, je peux aussi m'en servir pour autre chose, ça peut être un challenge. Voilà, est-ce que je le vois comme un challenge ou est-ce que je le vois un peu, c'est ça ou c'est rien, faut pas que je perde, souvent c'est ça, voilà, faut surtout pas que je perde. Bon, normalement on y va plus pour gagner, mais voilà, c'est la même finalité, mais en fait on n'y va pas dans la même optique. Y aller pour gagner et y aller pour pas perdre. C'est réinterpréter les objectifs. Et oui, c'est ça. En fait, tout est question de quelle pensée j'ai et qui vont mettre sur du positif ou sur du négatif. Je prends souvent l'exemple surtout, vous n'allez pas penser à un ours blanc. Vous ne voyez pas l'ours blanc dans vos têtes, vous ne le visualisez pas, l'ours blanc. À quoi vous pensez? À la banquise? Un ours blanc. Un ours blanc. Parce qu'en fait... Je ne suis pas comme tout le monde. En fait, en premier lieu, mais c'est bien, on a les deux exemples. On pense tout de suite à l'ours blanc et après, comme on a dit de ne pas penser, on va vite switcher et on va dire, vas-y, il faut penser à autre chose. Mais en fait, si on formule tout du côté négatif, on pense d'abord sans la négation, donc à l'ours blanc, donc perdre, etc. Et c'est pour ça que c'est hyper important de formuler tous ces objectifs et tout ce qu'on veut obtenir, en fait, de manière positive, sans la négation. Sur le stress, ça crée des situations très compliquées. C'est-à-dire qu'on peut planter un entretien à cause du stress. Vous envoyez des situations comme ça? Alors, à cause de l'ours blanc. Alors, planter un entretien entièrement, non. Parce qu'on est quand même là pour aider le collaborateur qu'on va sentir un peu en désarroi. Après, oui, ça peut vraiment faire perdre ses moyens. Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir sur ses forces et surtout se dire qu'on est acteur de sa réussite et qu'à un moment donné, je peux avoir la bouche pâteuse, le jeu tremble, mais à un moment donné, c'est à soi de se recentrer et d'essayer d'y aller. Alors, c'est super facile. Hein, oui, c'est ça, ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est hyper facile, respirer, garder la tête froide. Ça, c'est l'expérience qui fait ça. Exactement. Il y a forcément des premières expériences, justement, qui peuvent être difficiles. Alors, les premières expériences, on l'a tous vécu, hein, où on s'est planté. Là, je reviens à ce que j'avais dit, c'est comment je rebondis sur l'échec, parce que justement, je n'ai pas eu l'expérience à un moment donné. Donc, je me suis plantée. Je vais essayer de plus me connaître et effectivement de travailler sur mes forces pour que ça ne se reproduise pas. Et anticiper les scénarios, on revient à ce que nous disions tout à l'heure. Ouais. Anticiper les situations qui pourraient être génératrices de stress pour les maîtriser, c'est ça? C'est ça. Ça fait une demi-heure que nous discutons. Il est temps de donner la parole à vous qui nous regardez, qui nous avez transmis des questions. Donc merci déjà, des questions dont je vais me faire le relais tout de suite. Et on passe à une première question de Mélissa. Alors voici la question. Je n'ai pas encore d'expérience professionnelle, justement. Comment préparer ma présentation si je n'ai encore rien fait? Alors, Catherine. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Alors, s'il n'a encore rien fait, c'est rien ou un peu? C'est parler de ses études, de parler de ses envies, ses loisirs, ses activités scolaires, extrascolaires, le métier de mes rêves. Voilà, c'est tout ça quand j'ai pas d'expérience professionnelle.
Parce que effectivement, quelqu'un qui n'a pas d'expérience professionnelle, il a un passé d'études, où il est en études, il a des loisirs, donc forcément, il aura quelque chose à partager. Et les recruteurs le savent, parce qu'il n'y a pas d'expérience professionnelle. C'est logique après tout. Donc, il faut chercher chaque petit élément dans sa vie qui puisse être intéressant pour un poste. Le bénévolat, par exemple. Le bénévolat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais, moi, si je peux faire un parallèle avec le sport, c'est comme si on dit un joueur qui arrive pour son premier match en pro, il n'a pas d'expérience. Oui. Bah non, en fait, tu as l'expérience de tout ce que tu as fait avant, et c'est un peu pareil. Voilà, les études, même si c'est théorique et que souvent on a des petits débats là-dessus, il y a eu des stages, il y a eu des expériences. Et c'est ça en fait qu'il faut mettre en valeur, et il faut faire des liens avec qu'est-ce qu'on a mis nous comme compétences dans nos stages sur lesquels on peut s'appuyer. Deuxième question, question de Coralie. Je vois souvent des offres d'emploi qui demandent 2-3 ans d'expérience, on y revient. Je ne les ai pas, mais l'offre d'emploi me plaît et je me sens capable de le prendre. Comment faire? Il n'y a pas de ponctuation dans la question. Alors, je ne les ai pas, mais l'offre d'emploi me plaît et je me sens capable de le prendre. Comment faire? Fonce, bon, on est un peu sur la même. Osons. Et voilà, il faut oser, il faut y aller, et puis ça se passera bien. Souvent, on reste beaucoup dans notre tête à réfléchir. Est-ce que je peux pas, et à se poser plein de questions. En fait, au bout d'un moment, si on s'est préparé à, il ne reste plus que l'action. Et souvent, on dit, je veux avoir confiance en moi, comment je fais? En fait, il faut faire pour engranger quelque chose et avoir de la confiance. On ne peut pas tomber comme ça, hop, j'ai confiance en moi, ça n'existe pas. Donc, il faut passer dans le faire et dans l'action. Ouais. Catherine, voilà une question pour dévoiler les coulisses de la RH. Existe-t-il c'est une question de Sébastien, existe-t-il une trame d'entretien standard que les recruteurs utilisent? Avouez, quelles sont vos techniques? Pour faire parler les gens. Est-ce qu'il y a une trame d'entretien que vous passez entre responsables des ressources humaines? Alors une trame, pas vraiment, mais il y a quand même des thèmes qui vont revenir. On va bien évidemment évoquer le parcours de la personne. Pourquoi elle est là aujourd'hui, pourquoi elle candidate, c'est quoi sa vision de son poste, du poste auquel elle candidate, les compétences qu'elle a, celles qu'elle n'a pas et qu'il va falloir qu'elle développe. Ça va être aussi les réussites dans son parcours, les difficultés, parce que c'est hyper intéressant de voir comment les gens répondent aux difficultés. Et puis, moi, je pars du principe qu'un poste, c'est jamais le dernier. Donc, l'objectif, c'est que les gens se projettent et se disent c'est quoi le coup d'après? Jusqu'où je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, sur quoi je veux aller plus loin? Puis nous, on aime bien quand même. Et ça, je la dévoile vraiment pour vous. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? On aime beaucoup finir par ça, parce que ça... Alors vous posez la question bien. Donnez-nous la réponse. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on nous demande ça? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse type. Quelques éléments. Il faut aller piocher dans son passé, dans je suis le meilleur. Oui. Je suis le meilleur. Donc pas de fausse modestie. Non. Pas d'humilité entre nous. Non, je plaisante. Mais aller chercher le truc différent qui va faire que ça va tilter, pas un truc banal. Je suis super motivée. Je dis pas que c'est pas bien. Il faut être motivé, mais trouver le petit type qui va faire que le recruteur va vous prendre vous, parce que vous avez eu une expérience un peu particulière, vous avez été capable de le partager. Voilà, il faut pas aller chercher, c'est pas la peine d'aller dire que vous avez tué l'ours blanc. Ça marche pas. Mais en revanche, voilà, un petit type comme ça. Donc trouver les singularités qu'on puisse avoir. Exactement. Petite question, toute simple, mais combien primordiale. Comment je dois m'habiller pour un entretien? Question de Jade. Sacré. Comment m'habille-je pour un entretien? Alors, ça dépend du secteur d'activité, évidemment. Donc, il n'y a pas un type spécifique. Après, il y a quand même des tenues rédhibitoires, un short, un jogging. Il y a quand même, à un moment donné, vous venez à un entretien d'embauche. On attend un petit peu une tenue, on ne vous demande pas le tailleur, voilà, mais le short, on évite quand même. Merci. Alors, on y revient. Comment se préparer ou gérer mon stress avant l'entretien?
Petite technique, juste avant de rentrer dans le bureau du recruteur, montée de stress folle, comment est-ce que je fais? Je m'isole, je vais crier dans la rue, je frappe des mains? Bah, c'est vrai que c'est un peu dépendant, enfin, chacun a sa propre Ouais. recette en fait. Ce qui marche bien, c'est la respiration. Ouais, respire. Voilà, il y a des petites applis maintenant qui sont faciles. Il y en a une très simple, c'est Respire Relax. Voilà, donc on peut télécharger facilement. C'est simplement, ça s'appelle de la cohérence cardiaque. Donc tout à l'heure, pour le stress, je vous ai parlé du sympathique. Eh bien, il y a le parasympathique qui, lui, est sympa et qui va nous faire redescendre toute cette pression-là et qui va un peu nous sentir un peu plus calme et serein à l'intérieur. En fait, on va simplement tromper le cerveau en lui faisant passer le message « Ok, tout va bien ». Et du coup, il va pouvoir retrouver ses esprits rapidement. Voilà. Après, on peut aussi s'entraîner en amont. Ça a plus d'effets. Voilà. Plus on s'entraîne, plus on a de l'effet rapidement. Après, ça peut être, par exemple, des petites pensées positives. Si je suis en train de me dire que ça va mal se passer ou il ne faut pas que ça se passe mal, j'en reviens à mon ours blanc. Voilà, on va être basé sur ça et forcément, on ne va pas être bien. Alors que si on se répète, voilà, qu'on s'est préparé, que voilà, comment on peut avoir confiance en nous, pourquoi ça se passerait bien. Aussi, on pense tout le temps ça va mal se passer, mais pourquoi ça se passerait bien. Positive, voilà. la chose. Et oui, c'est ça. Et ça, c'est hyper important, ça nous met dans des bonnes conditions. Penser au pot de pâte à tartiner juste après, aussi, se faire plaisir. Une petite technique, ça dépend. On a faim. On passe à la question de Laura à présent. Lors d'un entretien, je n'ai pas bien compris la question du recruteur et je n'ai pas osé lui dire comment faire pour la prochaine fois. Alors ça, oui, ça peut poser problème quand on n'ose pas. Alors là, j'ai envie de dire qu'il faut oser. Hein. La prochaine fois, il faut y aller. Un recruteur, vous lui dites que vous n'avez pas compris, il faut lui demander de reformuler. Il faut vraiment accepter de se dire qu'on ne sait pas tout et qu'on a le droit de demander quelle est la question. Je n'ai pas forcément compris la question, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Ce n'est pas tabou. Merci beaucoup. Question numéro 7, question de Clément. J'ai toujours l'impression de ne pas être à la hauteur en entretien. Comment je peux faire? Car en attendant la réponse, je n'arrête pas de repasser l'entretien dans ma tête. Ah, voilà. L'impression de ne pas être à la hauteur. Là, on est sur la préparation mentale. Oui. Alors, comment je peux faire? En fait, on a aussi 3 temps. On a le passé, le présent, le futur. Souvent, on est beaucoup dans le futur. Est-ce qu'il va me prendre? Est-ce qu'il ne va pas me prendre? Dans le passé, est-ce que ce que j'ai fait, ça va lui plaire ou ça ne va pas lui plaire? Ah mince, j'aurais pas dû lui dire ça. En fait, j'aurais dû formuler comme ça. Et en fait, on n'est jamais dans le présent. Sauf que, en fait, l'entretien, ça se passe dans le présent. Et on demande de répondre à la question tout de suite, maintenant. Et si on est dans le futur et le passé, eh ben, on n'est pas là pour capter et pour réfléchir à la bonne réponse. Et c'est aussi souvent ce qui se passe dans le sport. Voilà. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va gagner? Ah, j'ai raté ça, j'aurais pas dû, pourquoi tu as fait ça? On est souvent dans ces questions-là. Et en fait, pour mieux s'adapter et pour mieux répondre, c'est d'être dans le présent et de capter les informations. Et là, on aura une prise de décision beaucoup plus efficace et performante. Oui, et puis je vais revenir à mon truc du départ. À la fin d'un entretien, pour se rassurer, on a le droit de demander au recruteur ce qu'il a pensé de l'entretien. On n'y pense pas forcément d'emblée comme ça. Hein. Oui, il faut être bien à l'aise pour poser la question. Oui, mais après, on peut quand même lui demander qu'il vous fasse un peu de feedback. Est-ce que j'ai été pas mal? Est-ce que j'ai été moyen? Est-ce que... Voilà. Et ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Merci beaucoup. Question suivante. Alors, attendez, j'ai eu un entretien. À la fin de celui-ci, le recruteur m'a fait faire une mise en situation. Je n'étais pas préparé. Ça m'a fait stresser et j'ai fait n'importe quoi. Comment prévoir ce genre de situation? On ne peut pas tout prévoir. Hein. Donc déjà, ça, c'est une première réponse. Après, quand vous êtes convoqué à un entretien, vous allez avoir le recruteur en ligne ou par mail. Vous avez tout à fait le droit de lui demander s'il faut que vous prépariez quelque chose de spécifique. Et en général, il va vous dire qu'il risque de vous faire un cas pratique. Donc voilà, faut le préparer. Ça fait partie de l'anticipation, de la préparation en amont de son entretien. Comment gérer ses émotions en cas d'imprévu? Alors l'imprévu, on n'en a pas parlé, mais mine de rien, se préparer, c'est aussi gérer l'imprévu. Oui, c'est ça. Déjà, on peut aussi se poser en disant qu'est-ce qui peut se passer dans un entretien.
Donc Catherine a donné des exemples. Et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre le temps de faire cet exercice-là. C'est comme en match, en fait, où si on ne se prépare pas à tirer un penalty et que ça arrive, bah ouais, alors ça arrive peut-être pas souvent, enfin maintenant un peu moins, mais si on ne s'est pas préparé, bah oui, forcément, on se confronte à un imprévu. Et il faut essayer que la partie que je peux maîtriser, je la maîtrise totalement. Ouais. Voilà, déjà. Après, effectivement, comme tu as dit, Catherine, il y a des choses on ne peut pas tout prévoir. Par contre, quand on sent que ça monte, eh ben, il faut essayer toujours avec la respiration. C'est un peu l'outil qu'on a sur soi, en fait. Donc, voilà, de déjà essayer de se décontracter. Souvent, on a les épaules remontées, on est un peu tendu, essayer de se relâcher, etc. Et de bien expirer, d'aller au fond de ces respirations, ça permet de faire redescendre déjà un peu l'émotion, de se poser. Et je pense que c'est mieux d'avoir un petit temps avant de répondre plutôt que de partir dans du n'importe quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. C'est essayer de garder la tête froide, respirer, et puis après, step by step. Plus on va aller doucement, plus on va reprendre, garder, voilà. Ressortir le torse. Et du coup, être en capacité de répondre et de gérer. Question, comment gérer un état d'esprit défaitiste sur le terrain comme en entretien? Alors, l'état d'esprit, évidemment, un environnement défaitiste. Alors, comment le gérer? Déjà, le tout, c'est d'essayer de switcher et de basculer, en fait. Voilà, si on arrive et qu'on est déjà défaitiste, c'est un peu dur, mais pourquoi on y va, en fait? Si on sait déjà qu'on va perdre, l'autre a déjà un temps d'avance ou a déjà gagné la partie. Le tout, c'est vraiment de se poser pourquoi j'y vais, qu'est-ce qui est important pour moi dans cet entretien, qu'est-ce que je veux. Est-ce que même si c'est un entraînement, ça reste un objectif qui est tout à fait remarquable et où il faut s'investir, s'engager. Donc si on fait quelque chose, voilà, c'est j'y vais pour ça, voilà, on y va à fond. Et alors on peut avoir des petites pensées, hein, ça arrive à tout le monde, hein, de se dire ah mince, j'ai loupé ça, je suis nulle ou je suis pas bien. Hop, j'en prends conscience. C'est aussi difficile, hein, mais identifier déjà ces petites pensées et dire ah non, bon, ok, j'ai cette pensée-là, mais qu'est-ce que je peux me dire pour revenir dans un bon état d'esprit, ou en tout cas celui qui me correspond et qui me va pour montrer mes compétences. Sur l'état d'esprit, on en sur revient l'ambiance toujours. défaitiste. Ouais, il faut vraiment, alors c'est facile, mais il faut basculer vers le positif, se faire confiance. On revient toujours sur les sujets de se faire confiance et revenir sur du positif, être déterminé. Et forcément, ça va basculer vers le positif au global. C'est vrai que des fois, on peut donner le petit conseil de faire bon, ok, t'as pas confiance en toi, mais fais comme si. Ah oui. Voilà. Joue le jeu. Joue le jeu, prends un rôle, voilà, et joue le jeu. Et en fait, des fois, ça déclenche des comportements. Bah voilà, déjà, ils se relèvent. Voilà, on a aussi tout un imaginaire. Et des fois, en fait, ça déclenche des trucs. Ah, ben en fait, je suis capable. Et des fois, ça ouvre la porte à d'autres choses qui sont chouettes. Souvent. Donc se dédoubler pour avoir l'impression de jouer. Des fois, il faut... Puis détendre, faire rire un peu. Voilà, il y a pas mal de techniques comme ça. Petite question que je rajoute en plus. Lors d'un entretien, on me pose une question, je n'ai pas la réponse. Je demande. Je reformule. Je peux ne pas avoir la réponse et dire je ne sais pas. Donc c'est ce que je disais, déjà accepter de se dire qu'on ne sait pas tout et donc accepter de reformuler et de poser la question. Voilà. Et de dire je ne sais pas. Il n'y a pas de sujet là-dessus, on a le droit de ne pas tout savoir. Très bien, merci beaucoup. J'en ai terminé avec les questions. Mille merci à vous d'avoir répondu, d'avoir participé à cette première webconférence. Je vais vous laisser le mot de la fin. Jeannette, vous allez pouvoir vous adresser aux spectateurs qui vous regardent. Quel conseil avant de partir ? Quel conseil ? Donc, moi, le premier conseil, c'est d'être positif. Voilà, vous êtes vos propres alliés, en fait. Donc, autant vous aider, autant vous booster que vous rabaisser, parce que je pense qu'il y a suffisamment de gens pour le faire, donc autant s'aider. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez eu des petites idées pour vous guider pour vos prochaines expériences, vos prochains entretiens, mais aussi, comme j'espère que vous l'aurez compris, dans la vie, à l'école, au travail, dans la vie familiale aussi.
Voilà, donc merci à tous pour cet échange. Partez pas encore, parce qu'une question vient d'arriver, on va la prendre. C'est une question de Kervi. Je n'arrive pas à gérer mes émotions quand je perds ou que je ne suis pas retenu. Comment faire? Je ne suis pas retenue sur... Peut-être en entretien d'embauche, sur la feuille de match, tiens, le dimanche pour aller... Comment faire? Déjà, c'est un peu flou. Il faut repérer gérer ses émotions quand on a une déception. Ça. En fait, il faut essayer de toujours la même chose, de débriefer, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis aussi, c'est important de se dire que c'est pas parce que j'ai pas été retenue que j'ai pas été bon, etc. J'ai un joueur, il se reconnaîtra, qui m'a fait une belle métaphore d'un billet, en fait, donc n'importe quelle valeur. Donc on est ce beau billet-là, et puis en fait, on fait une erreur ou on n'est pas retenu, etc. Donc c'est comme si on pliait, en fait, on faisait une boule avec ce billet-là, mais la valeur, elle reste la même. Voilà. En fait, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme on voulait que notre valeur, elle change et qu'on change. On change. Et c'est hyper important, je trouve, parce qu'on peut le déplier et on peut le rendre encore beau et on est la même personne. Et ça, je trouve, c'est important d'en prendre conscience. Après, c'est sûr, c'est tout un travail sur soi. Il y a des techniques de respiration, comme on l'a montré. Mais c'est aussi se poser et à un moment donné, dire quel enjeu je mets derrière. Qu'est-ce qui est si important pour que ça me fasse exploser comme ça. Donc voilà, il y a un peu de réflexion quand même derrière, mais il y a quelques outils qu'on peut trouver et qui peuvent aider. Merci pour la réponse à cette question bonus. Une réponse à ces questions avant? Oui, je dirais pareil je rajouterais donc accepter de se dire qu'on ne gagne pas tous les coups. Et donc, si on garde la foi pour la prochaine fois, évidemment, travailler sur le feedback qu'on aura reçu suite à cet entretien. Merci beaucoup. Donc, merci à nouveau à Jeannette. Il est temps maintenant de vous laisser conclure. Catherine Mazin, quels sont les prochains rendez-vous et puis quel bilan on peut faire de ces 50 minutes passées ensemble? C'était super intéressant pour nous, une belle expérience en tous les cas pour ma part. Et puis, je vous donne rendez-vous en janvier pour la prochaine webconférence sur notre plateforme Newsful qui est donc dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Et ça sera en janvier 2022. Très bien, rendez-vous est pris. Mille merci à toutes les deux. Merci à tout le staff de la Saint-Étienne de nous avoir accueillis ici dans ce beau stade Geoffroy Guichard endormi ce soir. Je voudrais vous signaler que cette webconférence de Jeannette Lyonnais est disponible évidemment sur le site internet du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. N'hésitez pas à recommander, à partager le lien pour que tout le monde puisse bénéficier de l'expertise de Jeannette Lyonnais et Catherine Mazard. Mille merci de votre présence ce soir. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Puis on se voit en janvier pour une nouvelle webconférence. Merci Jeannette. À bientôt. Merci.